Merci d'être aussi nombreux ce matin à Saint-Dié. Donc, nous sommes réunis ce matin pour traiter des nouvelles géographies du vote, parler de géographie électorale, qui est évidemment une des composantes du pouvoir. Donc, je vous présente les intervenants. Donc, Jacques Lévy, qui est chercheur géographe, chercheur en sciences du social à Horizon Coros. Rhizome Coros, voilà, Rhizome Coros, pardon. Il pourra nous en parler. Arnaud Brento, donc, qui est professeur de géographie à l'Université de Rouen. Et Mathieu Gallard, qui est directeur d'études à l'Institut Ipsos. Voilà. Alors, parler de géographie électorale, c'est un peu particulier pour moi puisque j'ai à peu près consacré 30 ans de ma vie à la géographie électorale. Et puis depuis 10 ans, je suis devenu écrivain, donc je suis devenu retraité de la géographie électorale et je ne la suis un peu sans doute comme vous, hein, par le biais des médias, par le biais en tant que simple citoyen. Et donc je vais vérifier ce matin si la géographie électorale, un peu comme le vélo ou le ski de fond, ça s'oublie ou pas. Donc ça va me permettre d'avoir un rôle finalement de naïf ou de candide, peut-être, pour poser des questions à nos intervenants sur ce qu'est aujourd'hui la géographie électorale. Alors quand même, pour en dire quelques mots, puisque c'est un terme un peu barbare quelque part, cette géographie électorale, et puis finalement en quoi elle peut être utile, cette géographie électorale. Alors c'est une science assez ancienne, voire presque plus ancienne que la sociologie électorale, c'est-à-dire le fait de faire des cartes des votes est assez ancien, c'est même plus ancien que de faire des sondages pour savoir comment les gens votent, notamment après les élections ou avant les élections. Et quelque part, j'ai envie de dire, il y a deux façons de briser l'anonymat du vote, puisqu'évidemment le vote est anonyme. C'est soit d'en faire des cartes de manière à pouvoir voir de façon agrégée comment, dans un bureau de vote, dans une commune, dans un canton, dans un département, les gens ont voté, et éventuellement de comparer ces résultats à d'autres chiffres, d'autres données, hein, des répartitions des classes sociales, répartition des âges, des genres, des richesses, etc. Donc ça, c'est une première méthode pour essayer de deviner qui a voté quoi derrière le secret de l'isoloir. Ou l'autre méthode, c'est évidemment celle des sondeurs, qui consiste à demander avant, pendant, après, qui a voté quoi, et de le comparer individuellement, etc. Donc c'est un peu deux méthodes, hein, la méthode qu'on pourrait dire géographique, collective, on dit parfois écologique, et puis une méthode qui serait la méthode individuelle, voilà, celle des sondeurs. Et puis évidemment les technologies évoluant beaucoup, aujourd'hui on a un mixte de méthodes, généralement où on peut à la fois utiliser des cartes à différentes échelles et des sondages ou des panels plus ou moins larges à différentes échelles. Donc c'est une discipline en mouvement constant, une discipline qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et donc, c'est de tout cela que l'on va parler. On a essayé d'organiser notre temps en à peu près trois grandes dimensions. D'abord, d'essayer de présenter la géographie du vote en France. On va essentiellement se concentrer sur la France, même si on pourra faire des comparaisons avec d'autres pays. Donc d'abord, comment on vote aujourd'hui en France, et donc comment notamment on est passé de 2 blocs à 3 blocs et une tripartition de la vie politique. Une fois qu'on aura parlé de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça nous dit de la France, évidemment, et donc on essaiera de voir en quoi ces cartes des votes nous donnent des clés pour comprendre les grandes fractures territoriales ou les grands enjeux territoriaux, ou en tout cas voilà comment finalement les votes ne sont jamais le reflet que de conflits, d'enjeux, et qui se traduisent plus ou moins directement dans les urnes. Et puis un troisième point, alors j'espère qu'on ne sera pas trop bavard, ce sera mon rôle de manière à laisser le temps, c'est quels sont finalement les territoires d'action, quels sont les découpages d'action, et notamment le vote, c'est aussi évidemment le résultat de découpages électoraux en circonscription électorale, mais aussi de découpage d'action hein, en métropole, en communauté de communes, ou des territoires qui doivent être inventés, qui peuvent être inventés, de manière évidemment voir comment ces périmètres d'action eux aussi peuvent influer à leur tour sur la décision politique. Donc voilà, donc après cette courte introduction, nous allons donc commencer à essayer de dresser d'abord une cartographie de l'opinion politique en France, et puis c'est Jacques qui va commencer à nous en dresser une petite évolution. Donc vous reconnaissez la France, évidemment.
dernière élection présidentielle 2024, dont la carte d'ailleurs ressemble énormément à celle de 2020. Depuis 2000, en fait, il y a la même carte, avec des petites différences qui changent le résultat final, mais quand même, la structure est la même. C'est-à-dire que vous voyez que les grandes villes ont voté très massivement pour Kamala Harris et le reste, les petits ronds sont rouges et les grands ronds sont bleus. Voilà. Donc, en fait, c'est une manière d'introduire l'idée centrale de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'espace compte en matière d'attitude électorale, c'est-à-dire que la dimension géographique du vote, elle s'est plutôt renforcée. Elle existait, mais elle s'est plutôt renforcée ces derniers temps, au point qu'elle devient, donc là vous voyez en fonction de la taille de la ville, ce que j'ai appelé taux de métropolisation, donc ça ne change pas fondamentalement entre 2020 et 2024, c'est-à-dire que plus vous êtes dans une grande ville, plus vous avez un écart fort selon le type d'endroit où vous êtes. Plus vous êtes dans le centre d'une grande ville, plus vous votez démocrate. Et donc l'idée c'est que on a une relation très forte qui est plus forte maintenant que toutes les autres. Alors aux États-Unis, il y a traditionnellement des oppositions ethniques très très puissantes. Ce qu'on observe, c'est que les différences géographiques ont tendance à être encore plus fortes, sauf pour quelques groupes comme les Noirs globalement et les femmes noires en particulier, mais sur tous les autres groupes définis par les revenus, l'âge, etc., on a une tendance à un centrage vers les moyennes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart énorme entre le vote démocrate et le vote républicain. Il y a des riches et des pauvres dans les deux électorats, et par contre, les différences géographiques, elles, se maintiennent, voire se renforcent. Donc, en France, on a un phénomène comparable avec donc ça, c'est une première, la carte par bureau de vote, c'est-à-dire qu'on a chaque section de vote qui est représentée géographiquement, c'est un énorme fichier. Donc vous voyez sur cette carte-là, c'est le vote de l'extrême droite, donc le RN et ses alliés. Vous voyez que les zones claires sont plutôt dans les grandes villes. Enfin, c'est pas très net sur la carte euclidienne. On le voit mieux sur le cartogramme, donc qui proportionnalise les surfaces sur la carte à la population. Donc vous voyez bien apparaître les villes et vous voyez que c'est systématiquement, presque systématiquement plus clair dans les villes que dans les alentours, qui comprennent surtout d'ailleurs du périurbain en termes de population. Ce n'est pas les campagnes d'autrefois, mais la différence est claire. Et je vous ai donc ça c'est l'Île-de-France. Vous voyez que plus on s'écarte du centre, plus ça vote RN. À Marseille, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de contraste entre les bureaux, parce que le fait de représenter la carte sous forme de bureau de vote nous permet d'avoir une énorme finesse, donc de voir d'un quartier à l'autre, d'un micro-quartier à l'autre, comment on vote. Et on voit qu'à Marseille, vous voyez, vous pouvez avoir du très sombre et du très clair qui sont très proches, mais ce n'est pas le cas général. On pouvait se poser la question, et il y a plutôt un lissage. Donc, vous avez vu qu'en Île-de-France, c'est assez lisse. Et là, je vous ai sorti un zoom sur la Lorraine, donc vous voyez aussi les Vosges, donc vous voyez Paris tout à fait à gauche, et vous voyez que dans les grandes villes, Nancy, Metz, il y a ces petits cercles plus clairs, et j'ai fait encore un agrandissement à Saint-Dié-des-Vosges, que même à Saint-Dié-des-Vosges, qui est une petite ville, vous voyez que le cœur de l'aire urbaine, il vote moins pour l'extrême droite que les alentours. Et donc on peut effectivement classer les votes par ce qu'on appelle gradient d'urbanité, c'est-à-dire en tenant compte à la fois de la taille des agglomérations et de la position des électeurs dans l'agglomération, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont au centre, est-ce qu'ils sont en banlieue, est-ce qu'ils sont dans le périurbain. Et donc ça donne ce type de classement, et vous voyez qu'il y a une progression relativement claire. Ça, c'est l'élection de 2022, le score de Marine Le Pen. Donc vous voyez, on est dans le centre de l'aire de Paris, c'est-à-dire Paris intramuros à 6, et on est à 30 dans les zones les moins urbanisées.
On a refait ce calcul avec les législatives de 2024. Donc globalement, le RN a beaucoup progressé, hein, donc les chiffres sont plus élevés. Mais vous voyez, il y a à peu près le même rapport entre les gradients d'urbanité. Et dernière chose que je voulais vous montrer, ça va, j'ai pas trop... Ouais. Avec des amis et collègues, on est en train d'analyser une grosse enquête sur 4000 personnes avec des questions ouvertes sur la justice, hein, donc questions éminemment politiques, mais pas strictement électorales. Et donc on a croisé les réponses de ces 4000 personnes avec différents éléments de profil, donc gradient d'urbanité, où est-ce qu'ils habitent, est-ce que c'est des cadres ou des ouvriers, est-ce qu'ils ont pas de diplôme ou un diplôme élevé, revenus, et quelles sont leurs proximités partisanes. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui était le plus clivant par rapport aux questions qu'on posait sur la justice, qui étaient à la fois des questions générales sur la justice, des questions sur les injustices vécues par les personnes qui ont répondu, et des mises en situation. On leur demandait si votre enfant est dans une école qui marche mal, est-ce que vous le mettez dans le privé, ou des choses comme ça. Et donc, on constate de façon assez homogène que c'est les gradients d'urbanité qui correspondent aux clivages les plus importants. Une question qu'on a posée, c'était êtes-vous d'accord avec la formule « il faut plutôt faire confiance aux gens » et ça s'est distribué de façon extraordinairement linéaire au point qu'on s'est dit est-ce qu'on va en parler parce que les gens vont dire qu'on a bidonné l'enquête tellement c'était clair. Donc en gros, les gens de Paris Intramuros, ils font confiance aux gens, enfin dans cette formulation, hein, on ne sait pas ce que ça veut dire en pratique, mais c'était intéressant parce que vous savez que la France est le pays de la défiance, hein, donc avec la Serbie, la Grèce et la Bulgarie en Europe, c'est là où les gens font le moins confiance dans les institutions, dans les gens qu'ils ne connaissent pas, et donc c'était intéressant de tester ça, et donc ça fonctionne très bien. Donc là où les gens ont le moins confiance, c'est en dehors des villes en fait, hein. Donc c'est quand même intéressant, il n'y a pas d'explication, hein, là on se contente de décrire, mais voilà, voilà ce qu'on a trouvé. Et donc, si vous voulez, si vous regardez les éléments de clivage, là, vous voyez que c'est plutôt les gradients extrêmes, hein, c'est-à-dire soit Paris qui clive avec une grande partie du reste de la France, mais aussi plutôt ceux qui sont en dehors des aires urbaines ou dans les petites villes, qui sont les plus clivants, alors que dans la zone médiane, c'est-à-dire les grandes villes ou les villes moyennes, mais plutôt les centres, il y a très peu d'opposition, de clivage, hein. Donc ça, là encore, ça nous dit quelque chose. On aura, j'espère, le temps d'en discuter, et puis mes camarades vont y contribuer, mais en tout cas, ça montre bien, me semble-t-il, que l'espace compte. Merci. Mathieu, donc, je crois que tu as aussi évidemment observé ces élections, soit tout en partie, soit sur des élections partielles. Donc, voilà, quel serait ton regard, toi, sur la géographie électorale aujourd'hui ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais dire que pour commencer, j'étais globalement tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, nous aussi, quand on a regardé le vote pour les élections législatives, par exemple, au niveau général, quand on divise la France en 3 grands blocs, les grandes aires urbaines, c'est-à-dire les villes, les grandes villes françaises et toutes les communes qui sont autour, les villes moyennes, toutes les communes autour et les communes qui sont vraiment isolées, les communes rurales. Et quand à l'intérieur des aires urbaines, on segmente la ville-centre, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Strasbourg, etc., les communes de la banlieue et les communes du périurbain, on voit qu'effectivement, il y a des différences très significatives dans le vote de ces différents territoires aux élections législatives, avec notamment une gauche, un nouveau Front populaire qui obtient ses meilleurs scores dans les villes-centres des grandes aires urbaines, autour de 42%, et puis le RN qui, lui, obtient ses meilleurs scores dans le périurbain des petites aires urbaines et dans les zones rurales. Pareil, alors j'ai pas pris les chiffres, mais il me semble autour de 42%, donc il y a une sorte de symétrie. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que néanmoins, cette dimension d'urbanité, elle suffit pas non plus à expliquer du coup elle suffit pas à expliquer les résultats électoraux en elle-même, parce que vous voyez bien que même dans les villes-centres des grandes aires urbaines, donc à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc., vous avez 58% de la population qui ne vote pas à gauche, et puis dans les zones périurbaines et dans le rural, vous avez autour de 58-60% de la population qui ne vote pas
pour le Rassemblement national. Donc ce qui montre bien que cette dimension, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement structurante, mais elle ne suffit pas. Et en fait, quand vous allez effectivement regarder des résultats électoraux au niveau local, là, vous vous rendez compte que les choses sont beaucoup plus complexes. Là, ce que je vous ai mis, c'est les résultats du premier tour d'une élection toute récente. C'est une élection partielle qui a eu lieu dans la deuxième circonscription de Paris il y a 2 semaines. Le second tour a eu lieu dimanche dernier. C'est Michel Barnier qui a été élu, si ça vous avait échappé. Cette deuxième circonscription de Paris, elle est extrêmement intéressante, elle est extrêmement homogène. C'est vraiment une circonscription qui, si vous connaissez bien Paris, comporte le 5e arrondissement et la majeure partie du 6e et du 7e arrondissement. Donc globalement, on va de la Tour Eiffel, le Champ de Mars, on va aux Invalides, au quartier de Saint-Germain, et puis au Panthéon, au Jardin des Plantes. C'est une des circonscriptions, je crois, la deuxième avec le plus grand nombre de diplômés du supérieur parmi toutes les circonscriptions françaises. C'est pareil, une des circonscriptions où il y a le plus grand nombre de cadres dans la population française. Et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même des différences qui sont assez significatives, même dans cette circonscription qui est très homogène. Dans le 5e arrondissement, qui est vraiment tout à l'est de la circonscription, c'est très serré entre Michel Barnier et la candidate du Parti socialiste, alors que plus on va vers l'ouest, plus on va vers le 7e arrondissement, plus ça devient hégémonique à droite. Et quand je parle d'hégémonie, au second tour, on a eu de nombreux bureaux de vote, là, tout à l'ouest, où on était à 80-85% pour Michel Barnier. Donc vraiment, on peut vraiment parler d'hégémonie ici. Donc ce qui montre bien que voilà, même dans une zone urbaine, vraiment le centre d'une grande métropole comme Paris, et je parle, là on est vraiment dans voilà, une des circonscriptions les plus aisées de Paris, hein. Je ne prends même pas tout Paris dans sa diversité, avec des arrondissements et des circonscriptions du nord-est de Paris qui sont quand même beaucoup plus populaires. On a quand même une diversité dans les comportements électoraux. Et qu'on retrouve là, par exemple, quand on regarde donc le vote, là c'est vraiment le vote spécifiquement pour Michel Barnier. Vous voyez qu'au premier tour, dans une partie, la partie du 5e arrondissement, il y a des bureaux de vote dans lesquels il est à peine au-dessus de 25% des voix, alors que dans des bureaux de vote du 7e arrondissement, il est aux 2/3 des voix. Donc une très grande diversité dans les zones urbaines. Et puis par ailleurs, je voulais prendre un autre exemple d'une autre élection législative partielle qui se tient demain. C'est dans le Tarn-et-Garonne. Il y a la première circonscription du Tarn-et-Garonne qui va voter demain. Le député sortant ayant vu son élection, la députée sortant ayant vu son élection invalidée et elle est devenue du coup inéligible. Cette circonscription, elle est beaucoup plus diverse du point de vue géographique, du point de vue social. Globalement, ici, vous avez la répartition un peu territoriale en termes d'aire urbaine de la circonscription. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a donc une circonscription autour de Montauban, avec Montauban, c'est un peu plus de 60 000 habitants, et son pôle avec quelques communes autour. Tout ce qui va être en orange, en jaune, ça va être vraiment le périurbain de Montauban. Et tout à l'est de la circonscription, en vert, vous avez des zones qui, là, en revanche, sont extrêmement rurales. Donc on a vraiment une circonscription qui va de son cœur urbain et qui, plus on va vers l'est, plus elle devient rurale. Bon, on pourrait se dire assez logiquement, quand on voit les résultats nationaux, que probablement à Montauban, ça vote plutôt à gauche, et du coup, dans les zones rurales, ça vote plutôt pour le Rassemblement national. Ben, c'est pas vraiment ce qui se passe dans cette circonscription. Ça, c'est les résultats donc des principaux candidats au premier tour de l'élection législative de 2024, donc de l'an dernier. Ce qu'on voit, c'est que le RN domine dans le pôle de Montauban, donc le pôle urbain de Montauban, Montauban et les petites communes autour, que le RN domine encore plus dans la couronne, le périurbain de Montauban, donc toute cette zone en orange. En revanche, c'est la candidate de gauche socialiste qui dominait très très largement dans la partie la plus rurale de la circonscription. Et ça, vous le voyez là dans les résultats par bureau de vote. On voit très bien, Montauban, c'est très divisé. Vous avez des parties de Montauban, les parties plutôt aisées,
qui votent pour la candidate. Alors là, c'est la présidentielle, pardon, je me suis trompé dans ce que je voulais vous montrer, mais globalement, c'était la même chose aux élections législatives partielles de l'an dernier. Donc dans les zones plutôt aisées du sud-est de Montauban, ça vote plutôt Emmanuel Macron. Dans les quartiers plus populaires, des grands ensembles, ça vote plutôt Jean-Luc Mélenchon. Et puis dans les quartiers un peu plus mixtes de classe moyenne du nord et de l'est de Montauban, ça vote plutôt pour Marine Le Pen. Dans le périurbain, donc la grande zone marron, on est très clairement sur un vote pour Marine Le Pen, mais dans l'est rural de la circonscription, là, ça votait Jean-Luc Mélenchon. Alors pour des raisons qui sont assez diverses, assez variées, hein. Il y a sans doute des éléments d'héritage historique et religieux aussi. On est sur une zone qui est protestante notamment. Il y a des éléments aussi, des éléments vraiment, par exemple, qui sont liés on est dans une zone à l'est qui est très agricole, mais une agriculture qui est basée sur l'élevage, une agriculture qui n'est pas du tout intensive. Il y a l'arrivée aussi, mais depuis les années 60, mais par vagues régulières, de néo-ruraux. Tout ça fait que c'est une zone rurale un peu particulière. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que globalement, cette répartition qu'on voit au niveau national de manière très claire des votes, selon ce gradient d'urbanité dont il a été fait mention auparavant, elle est très vraie au niveau national, mais quand on regarde au niveau vraiment très local, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes parce que ça peut se manifester de manière totalement différente selon les types de territoires en France. Merci Mathieu. Donc vous l'aurez noté, hein, c'est à la fois une des composantes de la géographie électorale qu'on a parfois accusé de déterminisme, hein, c'est-à-dire que finalement le vote serait déterminé par l'endroit où l'on vit, parfois même la terre, ou le calcaire, ou le granit, etc. Et évidemment, l'exemple qu'on vous montre, hein, c'est de montrer qu'effectivement, il y a des grandes tendances comme ces urbanités, mais aussi des inversions locales tout à fait marquées qui nous forcent à la complexité. Donc, Arnaud, donc, ton regard. Eh bien, voilà. Super. Merci, Michel. Donc moi, je vais vous proposer de faire un zoom arrière pour observer la façon dont les grands pôles dont il a été question se distribuent à l'échelle du territoire de la France métropolitaine. Je suis désolé, je ne mets pas les territoires ultramarins sur cette carte, qui est une carte de travail, où l'on voit que, outre ce qui a été dit par Jacques concernant le gradient d'urbanité que je ne remets pas en cause, mais ici que j'ai un peu masqué puisque j'ai agrégé les scores à l'échelle des bassins de vie, on voit qu'il existe de grandes dynamiques, de grandes réalités régionales qui structurent la distribution géographique du vote. Ici, vous avez les résultats du vote pour la liste Renaissance aux européennes de 2024, donc en orange les territoires où la liste Renaissance est supérieure à la moyenne nationale, et en vert l'inverse. Et on voit que de grands blocs régionaux se dessinent. L'Ouest, la grande façade occidentale, vote de façon plus forte pour les forces centristes. De la même façon, l'Alsace au nord-est. On voit hein, ce gradient quand même se dessiner dans certains cas, en particulier dans la grande agglomération parisienne, mais aussi un peu l'agglomération lyonnaise. Donc on a là une manifestation de cette répartition. Si on regarde, alors j'ai pas mis toutes les cartes, hein, la répartition du vote pour la gauche là est beaucoup plus sensible. Si on agrège les votes LFI, Europe Écologie Les Verts et la liste de Raphaël Glucksmann, enfin, conduite par Raphaël Glucksmann, on s'aperçoit que ce bloc-là est beaucoup plus sensible au gradient d'urbanité, puisqu'il y a une surreprésentation dans l'Ouest, mais elle est surtout très très forte à l'échelle nationale dans les villes. Là, on a vraiment un effet gradient d'urbanité qui est très structurant du vote pour la gauche. Et ensuite, si on peut voir... non, celle-ci, je ne vais pas vous la montrer. Celle-ci, voilà, merci. Merci, monsieur de la régie. Ici, vous avez le score de l'extrême droite aux élections européennes, où l'on voit que là aussi, de grands blocs régionaux se dessinent.
tout le nord-est, la vallée du Rhône, le littoral méditerranéen, l'axe Narbonne, Bordeaux et jusqu'à la Vendée, hein, on voit que le vote pour l'extrême droite est beaucoup plus fort que dans d'autres régions, là où on va plus voter pour la gauche ou pour le centre, en particulier le Grand Ouest dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on peut lire à travers les cartes l'existence d'une organisation régionale qui laisse transparaître l'existence de ces trois pôles qui nous posent tant de difficultés aujourd'hui, en particulier pour déterminer la composition d'un gouvernement. Mais on est aussi dans une période, si on peut passer à la diapo suivante, sur l'évolution du vote pour... Voilà, celle-ci. Ici, vous avez l'évolution de la fréquence du vote pour l'extrême droite aux mêmes élections de 2024, rapporté à la population, non pas des votes exprimés, mais des inscrits, de façon à identifier un peu comment se répartit la dynamique, puisqu'on est dans un contexte de profonds changements politiques qui se traduisent dans la pratique électorale. On est dans un contexte de bouleversement de toute nature, mais la géographie électorale permet aussi d'en rendre compte. En gros, entre 2019 et 2024, les listes d'extrême droite ont gagné plus de 3,5 millions de suffrages. Ces 3,5 millions de suffrages, vous le voyez, se répartissent pas de façon du tout homogène dans le territoire. Là encore, on a une très forte régionalisation avec une augmentation très nette dans l'est de la France, de l'Alsace jusqu'à la Corse, en passant par la grande région lyonnaise, quasiment l'intégralité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône et le littoral méditerranéen, Montpellier faisant ici exception. Vous voyez qu'on a également, ça a été évoqué dans un certain nombre de journaux après ces élections, une progression moins forte mais notable dans l'ouest, le long du littoral. Alors la question c'est est-ce que c'est lié à l'afflux de résidents secondaires ou de nouveaux ménages retraités? La question se pose donc. Et l'analyse de ces transformations est particulièrement importante pour évidemment anticiper les changements possibles en termes d'équilibre politique entre ces trois forces, mais elle pose également la question des causes. Comment expliquer finalement les variations de vote et la progression absolument prodigieuse de l'extrême droite dans ces régions orientales? Donc vous avez évidemment vraisemblablement déjà entendu les explications liées au fait qu'il y aurait une France qui serait oubliée, une France périphérique, marginalisée, dans laquelle l'emploi diminue, les opportunités économiques se dégradent, l'accès aux services collectifs également. Eh bien, en fait, moi, je vous invite vraiment à manier ces représentations avec précaution, parce qu'en fait, si on regarde l'évolution de l'abstention, en fait, on se rend compte que c'est le négatif de cette carte. C'est-à-dire que le Grand Ouest et le nord de la France ne sont pas forcément plus contents que le Grand Est, toute cette façade orientale, mais simplement, ça s'est traduit par de l'abstention en 2024 et non pas par une adhésion à la politique du gouvernement. Donc il faut vraiment prendre garde à ça. Et est-ce qu'on peut passer peut-être au deuxième temps, où tu voulais faire peut-être... Ok, d'accord. Donc au-delà, évidemment, ce qui importe, c'est d'essayer de mesurer par d'autres facteurs ces dynamiques de vote. Oui, donc on est parfaitement dans un balai parfaitement au point. Donc je fais juste une petite synthèse de transition avec le deuxième volet. Donc vous avez compris, c'est pas simple la géographie électorale, puisque en gros on aurait trois tendances. On aurait une régionalisation des votes assez ancienne, fruit d'un héritage historique entre l'ouest de la France et notamment d'héritage économique. Et là-dessus se greffe un gradient
non pas nouveau, mais enfin qui a une trentaine d'années au moins, en tout cas qu'on mesure depuis une trentaine d'années, qui est ce fameux gradient d'urbanité, qui se cumule avec ces héritages régionaux, et parfois des héritages locaux, qui soient intra-urbains ou qui soient par exemple du rural recomposé, du néo-rural, qui inversent même parfois au niveau local. Donc il faut avoir conscience de tout ça, parce qu'évidemment, quand ensuite on donne des moyennes globales ou même des cartes par département qui sont celles souvent qu'on va publier, qu'on va trouver sur Internet, etc. Eh bien, tout ça n'est jamais qu'une simplification extrême d'une réalité beaucoup plus complexe, et qui nous amène évidemment à mettre de la nuance et de ne pas cataloguer les gens ou d'essentialiser les gens selon l'endroit où ils habitent. Alors, ce qui nous intéresse maintenant qu'on a fait un espèce de panorama de la géographie électorale française aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça nous dit des fractures territoriales. Et donc là, je redonne la parole à Arnaud, qui va effectivement commencer à nous dire ce que ça peut nous dire de ces fractures territoriales, et en particulier de la question qui quand même agite beaucoup la géographie dans son ensemble, mais également l'actualité, c'est-à-dire ces fameux espaces périphériques qui seraient l'objet de toutes les rancœurs, et de cette France des ronds-points, de cette France des qui serait finalement comment dire, celle du mécontentement ambiant. Est-ce qu'il serait possible éventuellement d'afficher la carte sur l'écran que le public voit ? Merci beaucoup. Merci. Effectivement, donc la question de la notion de fracture, elle émerge dans le débat public, vous le savez, dans les années 90 avec la fracture sociale, et elle est devenue obsessionnelle dans le débat public, dans son versant géographique, à travers la notion de fracture territoriale, à partir des années 2000-2005, cette représentation n'a cessé d'occuper le débat public. Elle est extrêmement souvent invoquée, y compris, alors évidemment par un certain nombre d'essayistes que vous connaissez, mais également par les élus, par les responsables politiques qui s'en sont emparés pour construire leur discours et leur programme, éventuellement leurs revendications politiques lorsqu'ils sont dans une situation de négociation, de projet avec l'État, avec les représentants de l'État, etc. C'est vraiment cette notion de fracture territoriale, quelque chose qui s'est imposé. Notamment avec l'idée qu'on aurait d'un côté des métropoles très dynamiques qui vont bien et avec des populations globalement satisfaites, et puis au contraire, hors des métropoles, dans les périphéries, dans les espaces ruraux de faible densité, les espaces en déclin, on aurait un vote beaucoup plus fort pour l'extrême droite, ou éventuellement une pratique de l'abstention beaucoup plus forte. En fait, si on regarde les dynamiques socio-économiques dans notre pays, on observe qu'il n'y a pas du tout en fait, de fracture socio-économique telle qu'on l'entend. Ici, je vous ai représenté l'évolution des emplois dans la sphère productive entre 2010 et 2021. Donc, la sphère productive, ce sont donc tous les emplois qui sont liés à des activités qui produisent des biens ou des services consommés à l'extérieur du territoire, ailleurs en France ou éventuellement à l'étranger. Mais globalement, j'aurais pu prendre toute une série d'autres cartes, l'évolution des prix de l'immobilier par exemple, l'évolution de l'emploi depuis la crise de Covid. Toutes ces cartes se ressemblent, elles sont extrêmement semblables. Elles montrent qu'on a effectivement des métropoles qui sont plutôt dynamiques, bien qu'elles le soient de façon très inégale, avec toujours à peu près les mêmes écarts, Nantes et Bordeaux en tête, Toulouse cède le pas, et Lille et Strasbourg qui sont croissantes, mais plutôt moins que les autres, et l'agglomération parisienne qui est dans une situation intermédiaire de croissance relativement forte, mais avec des contrastes intérieurs là aussi très puissants, notamment entre l'Ouest qui tend à se tasser et l'Est qui est au contraire en forte croissance. Ce qu'on observe, c'est que globalement, on a en fait toute une partie de la France qui croît, qu'on soit dans une très grande ville, une ville moyenne ou éventuellement dans un espace rural. C'est en particulier toute la façade atlantique, la façade méditerranéenne, en intégrant évidemment la Corse. L'axe Bordeaux-Narbonne dont je vous parlais est structuré par Toulouse au milieu. La vallée du Rhône, quand je dis la vallée du Rhône, ça va jusqu'au sillon alpin et au département de Savoie.
Et ce grand U en fait qui prend toute la France de l'Ouest et du Sud en écharpe est dans une situation extrêmement dynamique. Et au contraire, on voit qu'on a toute une série de territoires qui stagnent ou qui déclinent dans la France du Nord, du Nord-Est et dans les marges du bassin parisien. Donc on pourrait finalement contester l'affirmation selon laquelle on aurait d'un côté des métropoles très dynamiques et le reste du pays qui serait en train de décrocher. En fait, cette représentation-là, elle est complètement exagérée. On a effectivement des territoires qui sont fragiles et qui sont pour certains en déclin, mais qui représentent en gros 25% à 30% des territoires et de la population. Et puis une partie donc du pays qui est en forte croissance. Et globalement, on a une décorrélation très forte entre ces dynamiques socio-économiques-là et le vote pour l'extrême droite ou le vote pour l'abstention. Parce que si on regarde bien, à la fois dans la structure et dans l'évolution, on a un vote très fort, massif pour l'extrême droite désormais en Alsace, où la situation est plutôt dynamique, dans les départements savoyards et le sillon alpin dont je vous parlais tout à l'heure, en Corse, toute la région lyonnaise. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas finalement que la situation économique ou démographique tende à s'améliorer pour que la population soit satisfaite de ces dynamiques-là. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, ce que disait Michel. On est face à une réalité complexe et donc qui repose sur la combinaison de facteurs qu'il est très difficile de démêler. L'enjeu, il est évidemment aussi de mesurer l'importance de ces grandes dynamiques régionales qui, en fait, placent les territoires locaux et leur population dans des situations concrètes extrêmement hétérogènes parce que, évidemment, les enjeux à la fois de l'habitation, de l'urbanisme et de l'aménagement des territoires ne se posent pas du tout de la même façon ici à Saint-Dié-des-Vosges ou dans le long du golfe du Morbihan, par exemple, ou le long de la côte du Pays Basque. Et ces contrastes-là sont extrêmement contraignants dans la capacité à mener, à mettre en œuvre des politiques publiques et à essayer justement de répondre à la fois aux besoins et aux attentes des populations. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Donc, Arnaud, tu nous dis effectivement que ces espaces périphériques, finalement, sont aussi des espaces dynamiques, en tout cas pas moins dynamiques que d'autres. Et pourtant, les cartes sont têtues, les chiffres sont têtus. Le vote, notamment pour le Rassemblement national, est particulièrement fort dans ces espaces périphériques. Alors, Jacques, par exemple, comment on peut presque expliquer ce paradoxe ? Parce que ce n'est pas forcément les gens qui vivent mal qui votent pour le RN. Tout simplement. C'est que le phénomène majeur dans la géographie de la France et dans une moindre mesure de l'Europe de l'Ouest depuis 30 ans, c'est la périurbanisation. Hein. En 1970, le périurbain, c'est-à-dire la partie de la population urbaine qui était disjointe de l'agglomération morphologique avec son centre et ses banlieues, était pratiquement à zéro. Aujourd'hui, d'après les dernières nomenclatures de l'INSEE sur les zones d'attraction des villes, les aires d'attraction des villes, pardon, ça représente 40% de la population française. Donc, vous voyez, c'est un phénomène de masse qui a permis à des communes qui étaient rurales et qui étaient en déclin de reprendre leur croissance. Et donc, en gros, il y a toujours une partie des communes anciennement rurales qui sont en décroissance, mais il y en a une moitié, disons, qui est en croissance rapide. Donc le périurbain, ce n'est pas des territoires abandonnés, par définition, puisque c'est des territoires en croissance où il y a mécaniquement de plus en plus de services. C'est des endroits où le nombre d'élèves par classe, d'ailleurs, est moins élevé que dans les grandes villes, pour des raisons en partie techniques, parce que c'est plus compliqué de supprimer une école entière, mais le résultat, c'est quand même qu'il y a plutôt des meilleurs accès aux services de ce point de vue-là. Il y a d'autres domaines où c'est moins glorieux, mais disons qu'il y a des domaines où c'est lié à la densité. Il n'y a pas, en effet, il n'y a pas beaucoup d'opéras
ou de grandes universités dans le périurbain, mais en fait le périurbain par définition c'est un morceau d'un ensemble, hein, c'est-à-dire que les gens qui résident dans le périurbain, souvent ils travaillent dans ce que l'INSEE appelle les pôles, donc ils font partie de l'ensemble urbain. Ce sont en moyenne des gens qui sont moins pauvres que la moyenne, hein. Donc le périurbain, c'est là où il y a le moins de pauvres. Et c'est facile à comprendre parce que le périurbain, ça coûte cher. Il faut avoir 2 voitures, on est propriétaire, donc on peut avoir des conditions avantageuses si on avait un apport, mais il faut avoir une stabilité. Donc la pauvreté qui est très liée à la précarité, elle a très peu de place dans le périurbain, notamment dans les grandes villes. C'est-à-dire que si vous êtes dans des petites villes, ça va être moins cher. Et par ailleurs, il y a moins de gens qui ont envie d'habiter dans le centre. Donc plus vous descendez dans les tailles de ville, plus vous allez avoir les pauvres au centre, mais il y a aussi une majorité de pauvres au centre dans les grandes villes. Hein. En Île-de-France, l'immense majorité des populations pauvres, et d'ailleurs de façon plus intense que dans les autres villes, habitent soit dans le centre, soit dans l'approche banlieue. Donc il faut arrêter de dire que le périurbain, c'est la périphérie. C'est une illusion, je dirais, visuelle, parce qu'on est à la campagne, donc on se dit on est à la périphérie de la ville, mais en fait, c'est un élément très dynamique, choisi. Hein, les enquêtes qu'on peut faire, j'en ai fait certaines, sur les habitants du périurbain, ils sont contents d'être dans le périurbain. Ils ne veulent pas partir. Donc l'idée qu'ils auraient été déportés parce qu'ils ne pouvaient plus habiter dans le centre, ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait un rêve de maisons individuelles qui a progressivement diffusé. D'abord, c'était les plus riches, et puis le niveau de vie a augmenté, hein, bien sûr, y compris depuis les années 70. Et donc, la solvabilité des gens pour pouvoir s'acheter une maison avec un grand terrain, parfois trop grand, disent-ils maintenant, mais en tout cas un jardin, donc pouvoir se déplacer par soi-même, donc avec des voitures, ce qui a un certain coût aussi. Donc c'est devenu possible. Hein. Donc il faut peut-être revenir, je sais pas moi, à la nuit du 4 août. En fait, je vais dans le sens de Michel, c'est-à-dire de dire il y a aussi du temps long. Dans les temps courts apparents de la géographie électorale ou de la géographie économique. Et donc, c'est quelque chose qui était un rêve. Le moment du passage de la campagne à l'usine a été un moment d'une grande souffrance, en fait, notamment dans un pays comme la France, où il y avait beaucoup d'agriculteurs, plus qu'ailleurs. Beaucoup plus qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne. Donc, il y a l'idée qu'enfin, on peut réaliser son rêve. Donc c'est globalement des gens, les périurbains sont des gens qui ont voulu l'être et qui sont contents de l'être. Donc c'est aussi un élément. Donc ce n'est pas ça. Alors pourquoi vote-t-il RN? Ça c'est une question pas évidente, complexe, hein, donc qui renvoie aussi au fait que ce phénomène il est massif en Europe et en Amérique du Nord. Hein. Donc c'est pas forcément les plus pauvres. Mais c'est effectivement des gens qui se considèrent comme des perdants, parfois, ou comme des gens qui sont des gagnants. C'est particulièrement le cas dans le périurbain francilien, parce que c'est cher le périurbain francilien. Donc c'est des gens qui, en termes de revenus, ne sont pas du tout des perdants et ne peuvent même pas se dire à eux-mêmes qu'ils sont des perdants. Par contre, c'est soit je suis un perdant, soit je suis menacé. Ce que j'ai réussi à obtenir, c'est menacé par différentes causes. Et ce qu'on constate quand même, une petite différence entre les périurbains et les gens qui habitent dans le centre, c'est l'écart entre ce que Pierre Bourdieu avait appelé capital culturel et capital économique. C'est-à-dire que les périurbains ont plus de capital économique par rapport à leur capital culturel. Ils sont moins diplômés en proportion des autres. Bien sûr, tout le monde progresse en termes de diplôme, hein, mais ils sont un peu moins diplômés. Donc ils ont peut-être plus tendance à considérer la réussite sociale, hein, parce que c'est ça en fait qui se joue. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que mes enfants vont réussir leur vie? Est-ce que je l'ai réussi définitivement ou ça va mal se passer dans les années à venir? Donc c'est quand on est dans une logique de stock, c'est-à-dire j'ai accumulé de l'argent, on peut se percevoir comme plus fragile par rapport à un monde en pleine mutation. Et donc cette opposition qu'ont fait certains sociologues entre capital de stock et capital de flux, elle est intéressante parce que les gens
qui voient leur vie comme un parcours et pas comme une accumulation, ils vont avoir tendance à être plus optimistes, à plus miser sur leur propre développement personnel que des gens qui disent j'ai accumulé ça, mais est-ce que je vais le garder, hein. Donc ça, moi, c'est une piste, hein. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres possibles, mais ce qui permet de comprendre pourquoi, comme l'a dit Arnaud, ce n'est pas du tout ni par la réussite économique, ni par l'idée que l'État les abandonnerait, qu'on peut comprendre cette différence de vote. Mathieu, que nous disent les enquêtes d'opinion sur cette question centrale? Ouais, précisément, moi c'est vrai que je regarde tout ça, et notamment ce paradoxe de zones qui peuvent être dynamiques et qui votent RN. Sans doute du point de vue de la géographie électorale, mais je pense que la géographie électorale, ça peut être quand même piégeux sur ce type d'éléments. D'ailleurs, un des pièges, c'est assez bien illustré dans un livre qui est sorti il y a 1 ou 2 ans de Thomas Piketty et Julia Cagé, dont le titre m'échappe. Mais histoire. Non. Sur l'histoire politique de la France, voilà, depuis la Troisième République. En fait, ils ont fait une analyse qui était vraiment purement géographique, ce qui conduit à deux problèmes. Le premier, bon, c'est un peu technique, hein, et vous en parlerez d'ailleurs sûrement mieux que moi, mais c'est que ça peut être un peu piégeux de déduire du comportement électoral, de la composition sociale, d'une commune, d'un canton, d'un département, la manière dont votent les électeurs de cette commune, ce canton, ce département. C'est pas parce qu'une commune riches votent pour, mettons, des candidats de droite, que les électeurs riches votent pour des candidats de droite. Ça se voit très bien aux États-Unis, où plus les États sont riches, plus ils votent démocrates. Mais au niveau agrégé, il reste vrai que plus les électeurs sont pauvres, plus ils votent démocrates. Donc il peut y avoir des effets comme ça problématiques quand on regarde uniquement les cartes électorales. Et l'autre problème qu'il y a dans ce livre globalement aboutit à la conclusion que les électeurs se décident avant tout sur les aspects économiques. Le problème, c'est que effectivement, quand vous faites des analyses de géographie électorale, vous êtes tenu aux données que vous avez. C'est-à-dire que vous pouvez croiser les résultats électoraux au niveau des communes, au niveau des cantons, des départements, parce que vous donne la statistique publique, qui est essentiellement des éléments socio-économiques, le niveau de revenu, les catégories sociales, le niveau de diplôme, le taux de chômage, etc. Mais ça vous enlève des pans entiers d'explication du vote. Or, l'explication du vote, dans le cas-là, pour l'extrême droite, tel qu'on l'a déduit des sondages, c'est assez basique, hein. Enfin, je suis désolé, mais fondamentalement, pourquoi des électeurs votent pour l'extrême droite quand vous analysez des sondages qui sont réalisés le jour des élections et qui permettent vraiment de comprendre les motivations des électeurs? Pour voter pour le Rassemblement national, il faut à la fois être hostile à l'immigration, ça reste fondamental, mais ça suffit pas. Il y a à peu près 60% de la population qui est à des degrés différents, et il faut nuancer, mais qui est quand même plus ou moins hostile à l'immigration. Le RN ne fait pas 60% des voix, mais il faut aussi juger que l'immigration, c'est vraiment votre premier sujet de préoccupation. Et ça fait que vous votez pour le Rassemblement national. Il y a des corrélations qui sont extrêmement fortes. Donc tout ça pour dire que le vote pour le Rassemblement national, il est quand même avant tout lié à ces dimensions de valeur sur ces enjeux, et notamment sur l'enjeu de l'immigration, davantage, me semble-t-il, qu'à des aspects qui vont être purement géographiques ou territoriaux, ou en tout cas, je pense qu'il faut absolument intégrer cet aspect-là à l'analyse, sinon on comprend quand même pas grand-chose. Mais du coup, ce qui pose aussi des questions qui sont liées à pourquoi le Rassemblement national progresse, alors que, si vous regardez sur le temps long, c'est-à-dire depuis les années 60-70, depuis qu'il y a des sondages relativement réguliers en France, alors non pas l'hostilité à l'immigration, mais en tout cas le racisme, il décline en fait. Il y a beaucoup moins de préjugés aujourd'hui contre les minorités, que ce soit les minorités ethniques, les minorités religieuses, les minorités sexuelles, qu'il y en avait il y a 20 ans ou qu'il y en avait il y a 40 ans. La France, de ce point de vue-là, elle se droitisse pas du tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, jusqu'aux années 80, cette question notamment de l'immigration, c'était pas du tout un enjeu politique. En fait, dans le débat public, on n'en parlait pas. Les dirigeants politiques n'utilisaient pas cet enjeu. Et à partir du moment où le Front National à l'époque émerge et en fait un élément du débat public, ça fait que de nombreuses personnes
qui effectivement sont hostiles à l'immigration, ont des préjugés, mais qui auparavant votaient sur des enjeux économiques, se mettent à voter sur cet enjeu. Et au fur et à mesure que le débat est de plus en plus centré sur ces enjeux, bah c'est quand même ce qui permet, à mon avis, d'expliquer la progression du Rassemblement national, élection après élection, plutôt que des aspects qui vont être purement sociaux et purement ancrés sur la composition et la structure sociale et économique des territoires. Donc là, Oui, vas-y. Rapide, oui. Sur le fait que vous vous souvenez de cette formule de François Mitterrand pendant la guerre des étoiles, à l'époque de Reagan, c'était les manifestants sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Et là, sur l'immigration, il y a un phénomène, enfin, c'est pas du tout contradictoire avec ce que tu viens de dire, mais c'est un phénomène étrange qui a sa géographie et qui interpelle, c'est le fait que les anti-immigrations sont dans une partie de la France où il n'y a pas d'immigrés, en gros. Donc, c'est quand même fascinant. Et donc, ça va dans ton sens, c'est-à-dire le fait qu'il faut prendre au sérieux le politique. C'est-à-dire que le politique, c'est pas justement déterministe au sens que les lieux auraient un pouvoir magique de détermination. C'est les gens qui réfléchissent pour qui ils vont voter. Donc c'est un phénomène autonome par rapport à l'économie, aux rapports sociaux. Et donc il faut le prendre au sérieux et se demander pourquoi, par exemple, parce qu'ils ont des raisons. Les gens qui votent RN à cause de l'immigration, c'est pas un truc farfelu. C'est peut-être des mauvaises raisons, mais c'est des raisons. Et donc il faut rentrer à l'intérieur de ces raisons pour comprendre pourquoi. C'est quand même des gens qui sont situés localement. Donc c'est pas, on sort pas de la géographie, mais on affine en fait leur identité politique grâce à leur identité spatiale. Entre autres, grâce à leur identité. Je ne sais pas si c'était une question. C'était une question, comment tu réagis par rapport à ce décalage qui avait été montré par Hervé Lebras il y a longtemps, mais qui se confirme, hein, en gros. Ouais. Comment ça se fait ? En fait, mais alors il me semble que c'est un débat vieux qui date des années 80 ou 90. Effectivement, quand vous regardez la relation entre le vote pour le Rassemblement national et le pourcentage d'immigrés dans la population, cette relation elle est très forte au niveau des départements. Plus il y a d'immigrés dans un département, plus on vote pour le Rassemblement national, mais on ne la retrouve pas du tout quand on fait cette relation au niveau plus fin. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Les relations, elles peuvent vraiment varier parce que au niveau des cantons, notamment, il n'y a plus du tout de relation à l'intérieur d'un département entre des cantons qui votent beaucoup pour le RN et le taux d'immigrés, tout simplement parce que ça a été expliqué il y a un certain temps. Il y a un effet de halo, en fait. C'est pas parce que vous vivez dans une commune où il y a beaucoup d'immigrés que vous votez RN, c'est plutôt parce que vous vivez relativement loin de cette commune, mais vous êtes conduit à y aller de temps en temps, je sais pas, pour faire vos courses, pour vos démarches, que ça va peut-être générer chez vous un sentiment effectivement d'insécurité, le sentiment que voilà, ces villes dans lesquelles il y a beaucoup d'immigrés, bah, il y a un sentiment d'étrangeté qui peut effectivement produire ce type de comportements électoraux. Mais ça, c'est effectivement quelque chose d'assez ancien et bien établi. Bon, je suis rassuré, ça fait 10 ans que je ne fais pas de jeu électoral, mais on parle encore d'effet de halo, on parle encore d'erreur écologique, hein, puisque c'est le nom technique de déduire un comportement individuel d'une carte, enfin de la comparaison de cartes. Quand même, c'est vrai que là, on voit effectivement une application de différentes approches, d'une approche par sondage qui va permettre de tester effectivement des opinions précises et d'une approche par carte. Moi, ce qui m'a quand même toujours fasciné, notamment dans la carte du Front National puis du RN, c'est qu'il y a une structure spatiale. Il y a quand même une structure spatiale très forte dès le début, avec des effets de contagion, avec des effets de progression, avec aujourd'hui des effets très clairs donc de gradient vis-à-vis de la distance à des villes, et qui donc ont en eux-mêmes une dynamique qui ne peut pas être expliqué uniquement par les sondages, selon moi, puisque l'électeur lui-même n'en a pas conscience. Une fois, j'avais dit, le principe du vote, c'est que généralement, on ne sait pas comment ont voté nos voisins, puisque par principe, on est anonyme, mais on a voté comme eux. Voilà. Et donc, c'est ce paradoxe-là qui nous fait dire qu'il y a quand même des choses dans les trajectoires de vie, dans les trajectoires de choix d'habitat, dans les trajectoires de choix même de représentation de l'espace qu'on peut avoir, qui se cumulent et qui finalement donnent des cartes qui sont relativement marquantes et qui obligent à la fois à aller creuser dans l'intime et qui aussi obligent à creuser dans le collectif et dans la dynamique collective qui fait qu'à un moment donné, on a effectivement des représentations collectives, peut-être même des représentations d'élus, etc., de politiques publiques qui vont finalement générer
des taux de vote qui ne sont jamais de 100%, bien entendu, hein, même dans les espaces périurbains, même si sur un second tour, on va atteindre 60-70% pour le RN ou pour Marine Le Pen, etc., pour un candidat RN aux législatives, on a quand même 30% des gens qui, évidemment, sont d'un autre bord. Donc ça peut sembler absolument ahurissant de se dire qu'on a de tels écarts. On n'est plus à 55-45 pour un rapport gauche-droite classique, pour des communes qui sont tout à fait neutres, mais ça n'est pas non plus d'une homogénéité totale. Alors du coup, ça nous amène à dernier volet. On va essayer d'aller relativement vite pour vous laisser quand même poser des questions. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup sur ce thème-là. C'est finalement quels sont les périmètres d'action, puisque là, on a effectivement évalué comment on vote, quels sont très vite les critères qui peuvent expliquer ces votes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, quels sont les périmètres d'action au niveau local? On voit qu'on a évidemment en France, par exemple, une explication très claire qui est les circonscriptions électorales. C'est-à-dire que une grande partie du débat actuel est liée à l'instabilité donc gouvernementale, qui est elle-même évidemment un Parlement, l'Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, et le découpage même des circonscriptions, des jeux d'alliance, de ce système de scrutin compliqué, peut aboutir à des effets qui pourraient aboutir soit à une majorité, soit à la reproduction d'un système sans majorité. Donc on a ces circonscriptions électorales, mais on pourrait avoir effectivement toute une série d'autres enjeux, que sont aujourd'hui les métropoles, que sont aujourd'hui les communes ou les intercommunalités. Alors, je ne sais pas, faire donner la parole à Arnaud sur ces nouveaux ou ces anciens périmètres d'action et comment finalement les votes s'agrègent dans des périmètres politiques. Donc on l'a compris, il y a une décorrélation spatiale entre les découpages du vote, les découpages ou les grandes divisions socio-économiques que j'ai présentées tout à l'heure, et puis les découpages que les pouvoirs publics se donnent pour administrer et aménager les territoires. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir comment aujourd'hui ces découpages sont mal utilisés. Et je vais vous donner l'exemple des régions sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Vous le savez, les régions ont fusionné en 2015-2016 dans des circonstances plus que discutables et discutées depuis. Hein. Il est encore régulièrement question de redécouper ces régions fusionnées à la va-vite en 2015 dans certains cas, notamment ici dans la région Grand Est. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que, quel que soit le découpage qu'on ait fait, aujourd'hui, eh bien, les politiques publiques n'utilisent pas ces découpages pour répondre aux enjeux que j'ai présentés tout à l'heure, répondre notamment aux inégalités socio-spatiales qu'on voit se déployer dans le territoire à l'échelle nationale, par exemple, cette grande division entre la moitié nord-est et la moitié sud-ouest du pays est totalement invisibilisée, aussi bien dans les découpages institutionnels que dans la distribution des politiques publiques en matière d'argent public. Hein, par exemple, on voit que sur un certain nombre d'instruments de financement, eh bien, il y a une oblitération totale de ces réalités inégalitaires. Et je vous donnerai ici un exemple. Hein, ici, les contrats de plan État-région qui sont signés de façon pluriannuelle tous les 6-7 ans à peu près. Ici, j'ai mis la génération 2015-2020, puisque les données actuelles ne sont pas encore toutes publiées, avec donc l'ancien découpage, celui de 1956-1958, où on voit que le montant alloué par l'État aux régions pour les aider à mener leur politique publique de développement économique, d'aménagement du territoire, de développement des mobilités, eh bien, sont totalement déconnectés de la réalité socio-économique. Ici, vous avez en variation de couleur, vert ou rouge, le dynamisme économique, la variation de l'emploi toujours dans la sphère productive entre 2009 et 2021. Donc, inévitablement, vous voyez à nouveau ce grand arc sud-ouest se démarquer, à l'inverse de la France du Nord et du Nord-Est. Et ce que l'on voit, c'est que le montant alloué par l'État
rapporté au nombre d'habitants, est à peu près stable. Hormis pour la Corse et pour l'Île-de-France, globalement, on est sur une répartition qui est égalitaire rapportée au nombre d'habitants. Et cette répartition égalitaire ne tient donc pas du tout compte du fait que, en faisant comme ça, l'État se comporte vis-à-vis des régions de la même façon. De la région Grand Est, de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la région Centre-Val de Loire, qui sont dans des situations extrêmement difficiles sur le plan économique, notamment sous l'effet de la désertification et de la désindustrialisation, et pour des régions qui sont pleinement dynamiques, la région Occitanie, la région Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, et ça pose vraiment un problème de justice spatiale, puisqu'en fait l'égalité ici finalement empêche l'équité entre les territoires, c'est-à-dire un traitement inégal qui tient compte des difficultés réelles que les populations et les pouvoirs locaux rencontrent dans la réponse qu'ils essaient de donner aux attentes et aux besoins des populations. Alors, j'ai pris évidemment cet exemple des contrats de plan État-région, mais c'est quelque chose qu'on va voir sur quantité d'instruments. Alors, pas sur tous, hein. Il y a des politiques publiques qui aujourd'hui respectent encore des critères d'équité qui sont indiscutables. Jacques évoquait tout à l'heure la question de l'école. Moi, je l'ai mesuré, hein, mais pour d'autres, on est vraiment dans une politique de saupoudrage, de distribution très mal contrôlée de l'argent public. Par exemple, la plupart des instruments déployés par l'ANCT sont à peu près équirépartis. La raison derrière ça, c'est évidemment qu'il faut satisfaire les élus locaux, ne pas embrouiller certains en donnant l'impression qu'on privilégierait d'autres territoires. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, l'État renonce à développer une stratégie d'équité vis-à-vis des territoires locaux et régionaux, ce qui, me semble-t-il, pose un vrai problème de cohésion à l'échelle du pays, un problème qui peut aussi contribuer à l'insatisfaction. J'ai bien entendu ce qui a été dit sur l'immigration tout à l'heure, mais on sait aussi qu'il y a une partie de la frustration sociale et politique qui émane du sentiment de ne pas pouvoir accéder aux opportunités de la vie sociale, à l'emploi, à la santé, beaucoup moins à l'éducation. Hein. On n'entend pas parler de désert scolaire, pas pour l'instant, hein, mais en tout cas, ça fait partie des moteurs de la frustration. Donc il y a un vrai enjeu d'aménagement du territoire, dans la promotion d'une plus grande équité et d'une plus grande cohésion. Et le problème, c'est que comme l'État a renoncé à mener une politique d'aménagement du territoire national il y a 25 ans, et bien finalement, cette situation perdure. Toutes les dynamiques socio-économiques dont je vous parle dans la France d'aujourd'hui, elles remontent à 50 ans et elles sont continues. C'est-à-dire qu'on voit les territoires fragilisés 50 ans après continuer à rencontrer les mêmes difficultés. La désertification, la désindustrialisation se poursuivent aujourd'hui dans ce tiers de la France du Nord-Est dont je vous parlais. Donc là, on a vu effectivement à une échelle nationale les enjeux. Jacques, est-ce que tu peux nous parler, toi, des territoires d'intervention publique à des échelles peut-être plus locales ? Oui, alors effectivement, d'abord, je voudrais appuyer une chose très importante que vient de dire Arnaud, c'est-à-dire ce paradoxe que l'uniformité des politiques publiques renforce les inégalités, en fait. C'est-à-dire une politique d'égalité, c'est une politique qu'il a appelée d'équité en reprenant la fairness de John Rawls, c'est-à-dire que si on veut produire de l'égalité, il faut accepter que ce soit différencié en pratique, c'est-à-dire qu'on donne plus à ceux qui en ont plus besoin. Et donc, globalement, je dirais qu'en France s'ajoute une logomachie particulière, c'est-à-dire de croire que les mots, par exemple, il y a eu plein de livres qui disent en France on a la passion de l'égalité. La passion de l'égalité, c'est écrire égalité sur les frontons des écoles. Mais en fait, comme l'ont montré, à la grande surprise de beaucoup de Français, les rapports PISA de l'OCDE sur la performance scolaire, la France est un des pays les plus inégaux en matière d'accès à l'éducation et à la fois géographiquement, enfin, quel que soit le découpage. Et en fait, on ne fait pas grand-chose. L'allocation de rentrée scolaire, c'est 2 milliards qui sont saupoudrés sans aucun contrôle que ça puisse servir, même epsilon,
à l'élévation de la performance scolaire des gens qui la reçoivent, c'est sur critères de ressources, alors que, et donc cette allocation de rentrée scolaire, elle est du même niveau que l'ensemble des politiques de géographie prioritaire, donc les REP+, enfin les différents découpages, qui sont par ailleurs gérés dans ce qu'on appelle dans le monde économique le micromanagement. C'est comme si le PDG gérait les petits problèmes d'une filiale de filiale au lieu de laisser l'autonomie. Donc en fait, ce qui serait logique, c'est que l'aire urbaine, par exemple en Île-de-France, où il y a d'énormes poches d'échecs scolaires, particulièrement en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, on lui donne de l'autonomie, c'est-à-dire que les gens éliraient les représentants du gouvernement local, qui est en gros l'échelle de l'Île-de-France, sur un programme qui dirait, par exemple, on va lutter contre les poches d'échecs scolaires et vous nous jugerez sur les résultats. Or, en fait, ils n'ont aucune prise. Ils peuvent construire des lycées, mais par contre, ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Et le résultat, c'est que finalement, les citoyens ne sont jamais en situation d'évaluer en fait leurs dirigeants. Le résultat, c'est que la Seine-Saint-Denis dépense moins, enfin qu'en Seine-Saint-Denis, on dépense moins pour l'éducation nationale qu'en moyenne française, à cause de systèmes nationaux compliqués, mais qui font en gros que les professeurs les mieux payés, les plus qualifiés, les plus stables, ne vont pas en Seine-Saint-Denis. Donc ça coûte, comme les salaires sont très importants dans le coût de l'éducation nationale, finalement on dépense moins en Seine-Saint-Denis. Donc voilà ce que donne, ce que disait Arnaud, c'est vraiment essentiel en termes de politique nationale. Mais par ailleurs, il y a quand même une chose spécifique à la France, c'est le fait que ça reste un pays centralisé. La moyenne des collectivités, enfin la moyenne du PIB géré par les collectivités, donc niveau infranational en Europe, c'est 27%. En France, c'est 11%. 11%, c'est tous les budgets de tous les éléments du millefeuille, donc les 6 ou 7 niveaux, sans parler des syndicats intercommunaux. Donc, à eux tous, ils n'ont que 11%. Et donc, on a oublié que le 14 juillet, c'est la fête de la fédération. Ce n'est pas la fête du 14 juillet 1789, c'est la fête du 14 juillet 1790. Et donc la France était un pays fédéral pendant 2 ans. Ça n'a pas duré longtemps. Sous prétexte de la guerre civile, on a recentralisé, et Tocqueville a montré qu'en fait, il y avait une continuité entre la monarchie absolue et ce qu'était devenu la France, y compris aujourd'hui. Donc où le centre se réserve la grande politique et traite les autres pouvoirs. On est au FIC pouvoir. Donc c'est important de se rendre compte que les collectivités n'ont, dans la culture politique française, pas le même statut. Ce n'est pas des États locaux, comme on dit dans les autres pays, c'est des corps intermédiaires, comme si c'était des syndicats géographiques, et donc qui vont revendiquer au lieu de gérer. Donc vous avez peut-être vu qu'en termes de fiscalité, ce qui est essentiel, parce que si vous voulez vous faire élire, vous dites je vais augmenter les impôts, là, les gens vont vérifier ce que vous faites avec leurs impôts. Or, il se trouve que de plus en plus, les collectivités territoriales ont des ressources, mais ne lèvent pas l'impôt, de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'ils échappent, en fait, au jugement démocratique. Donc, ça, c'est extrêmement... Même avec leurs 11%, en fait. Donc, ça, c'est extrêmement malsain. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait quelque chose qui aille dans le sens de notre fédéralisme initial, c'est-à-dire qu'il y ait des niveaux d'État, qu'il y ait une véritable autonomie. Donc, les communes sont les héritières des paroisses de 1789. Les gens faisaient, même encore en 1900, 4 km par jour en moyenne. Maintenant, ils en font 40. Et on a toujours les mêmes communes. Alors, il y a les intercos, mais qui ont quand même beaucoup de défauts parce qu'elles sont pas élues. Enfin, les dirigeants ne sont pas élus. Il y a beaucoup de choses opaques qui s'y produisent. Et les communes gardent quand même, on pourrait dire, une capacité de nuisance si on était méchant, c'est-à-dire de pouvoir, à travers les permis de construire, changer le peuple à leur guise pour conserver leur clientèle électorale. Donc, je pense qu'il faudrait, je dirais, mettre en mouvement les territoires. Ça s'est passé par exemple en Angleterre, une partie du Royaume-Uni qui fait 55 millions d'habitants, et depuis 1974, on a lancé un vaste mouvement de réorganisation de ce qu'on appelle local authorities, des pouvoirs locaux,
Et maintenant, il y a 317 autorités locales en Angleterre pour 55 millions d'habitants. Et ça s'est bien passé. On avait défini un horizon et les gens avaient plein de moyens pour y arriver avec le temps qu'ils voulaient. Le but, c'était qu'à la fin, on élise un maire dans la nouvelle autorité. Donc je pense que ça serait pas mal de faire comme ça en France. Nous, les chercheurs, on pourrait donner des conseils sur toutes les cartes qu'on a montrées, c'est-à-dire comment assurer les bons accès, mais ça serait les élus et les citoyens qui décideraient à leur rythme. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un grand soir. Et justement, Arnaud disait la réforme régionale, c'était ni fait ni à faire dans la méthode, hein, même si le résultat n'est pas horrible, mais, sauf pour l'Alsace. Mais quand même, il y a d'autres moyens aujourd'hui. On a la démocratie citoyenne, on a les conventions, on a plein de moyens pour intégrer les citoyens ordinaires dans la délibération. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Mathieu, est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on donne la parole à la salle ? Pas forcément. Ça ne donnera plus. Pas au final, on verra sur les clients. Oui. Bon, moi, ce qu'on a voulu faire effectivement dans ce débat, c'est aller effectivement jusqu'à des éventuelles préconisations de changements territoriaux, hein, puisque un des points, moi, en tout cas, qui me marque de ces peut-être 8-9 dernières années, finalement, c'est quand même une très très grande stabilité territoriale, une quasiment absence de grandes lois territoriales. On a par exemple évoqué effectivement cette intercommunalité qui prend le pouvoir, ces métropoles, ces communautés urbaines, etc., qui ont pris le pouvoir sur une grande partie des communes, sans effectivement qu'il y ait de légitimité démocratique, et donc finalement le pouvoir reste à la main. Donc on a quelque chose qui est une forme de déséquilibre démocratique, enfin tout le monde le constate localement, sans qu'il n'y ait eu vraiment de prise en compte politique de cet enjeu. Alors ça ne résoudrait peut-être pas toutes les questions, mais enfin ça pourrait avoir quand même le mérite de clarifier le regard qu'il peut y avoir entre une décision politique et des espaces de vie tels qu'on a essayé de les montrer. Et puis on a aussi pas mal parlé cette année par exemple d'une évolution et du scrutin législatif avec éventuellement donc une dose de proportionnel ou même carrément un scrutin proportionnel par département. Bon, c'est vrai que ça peut sembler étrange alors que les géographes disent depuis très longtemps que le département est sans doute pas l'échelle la plus adéquate pour toute une série de politiques qui sont très disproportionnées, que effectivement la vie politique pourrait ou aurait pu quelque part être redépartementalisé de façon aussi forte, parce que ça veut dire que les départements, si jamais cette réforme passait, deviendraient finalement le très très grand enjeu des politiques qui du coup ne s'exprimerait plus que par département, de manière à avoir un discours départemental qui leur permettra effectivement d'avoir des députés par département. Donc c'est vrai que ça peut sembler assez étrange par rapport à une sorte de dynamique où on dit qu'effectivement aujourd'hui on doit raisonner en termes de métropole, on doit raisonner en termes de et une nouvelle fois ou en termes de périurbains avec un S, puisque les périurbains, on n'a peut-être pas eu le temps de trop le dire, sont très différenciés. Évidemment, c'est pas la même chose si vous êtes au bord de la mer ou dans un espace, au bord d'une rivière, d'un canal ou d'une forêt, d'une montagne, etc. Ou si vous êtes au milieu d'une zone industrielle ou commerciale. Donc, il y a des périurbains avec évidemment un immobilier qui va varier énormément selon les espaces où vous êtes. Alors, il est temps de laisser la parole à la salle. On a à peu près un quart d'heure pour débattre et je suis sûr qu'il y aura plein de questions. Bonjour. J'aimerais revenir sur la question d'essayer de résorber les inégalités territoriales à la fin. Et en fait, il y a une échelle qu'on a peu vue, finalement, c'est l'échelle européenne, qui a une incidence quand même sur la France au niveau des régions avec la FEDER. Donc là, il y a quand même, alors on a dû faire appel à l'Union européenne, mais il y a quand même une résorption des inégalités en allouant plus d'aide aux régions qui sont par exemple dans le nord-est de la France. Et aussi il y avait un truc qui s'appelait à l'origine la DATAR, ça a peut-être encore changé de nom, ça change de nom tous les ans. Est-ce que son but c'est pas non plus de rééquilibrer aussi les territoires? Je voulais poser une autre question aussi pour préciser qu'en général dans les territoires scolaires qui sont justement avec des plus grandes problématiques, on a quand même des REP+, qui essaient de donner plus de moyens aussi, et donc ça réduit quand même normalement les inégalités salariales. Et aussi, dernière question, au niveau de avoir un prisme d'analyse à travers, du coup, plus une échelle locale avec l'habitat individuel, la résidence secondaire pour le vote, parce que finalement, il y a eu peu de réponses. On aimerait bien avoir une réponse pour tous, la même, qui vote quoi, où.
Il n'y en a pas, on a bien compris, c'est normal. Le monde est complexe. Mais du coup, voir un prisme de l'habitat individuel, collectif, est-ce qu'on vote pareil selon là où on habite, au niveau de la maison Bon, plein de questions en une, il faut vous répartir et répondre rapidement. Allez, l'éducation, vas-y Jacques. Effectivement, donc les REP+, c'est justement les 2 milliards, enfin, c'est une partie des 2 milliards de ce qu'on appelle géographie prioritaire dans le vocabulaire gouvernemental. Donc c'est vrai que ça va dans le sens d'une égalité par la différenciation. Mais c'est très peu de choses par rapport au total du budget de l'éducation nationale. Et par ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la réalité de l'environnement local hors école et l'école elle-même interagissent. C'est-à-dire que s'il y a une mixité dans le quartier, ça favorise la mixité à l'école. Et on peut aussi dire en sens inverse. C'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent qu'une des solutions, une des pistes de solutions pour lutter contre l'échec scolaire, mais aussi pour changer l'ambiance dans les quartiers, c'est que l'école devienne tellement attractive que finalement les gens soient intéressés par y résider pour mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Donc ça, c'est pas avec des miettes qu'on va l'obtenir. Donc ça veut dire que, par exemple, il y a des pays où on accepte que un prof qui travaille dans un collège difficile, il gagne 2 fois plus que s'il est dans le centre de Nancy, dans un lycée où il y a des prépas. C'est pas le même métier. Personnellement, j'ai été prof en collège en Seine-Saint-Denis pendant quelques années. C'était super. Enfin, je veux dire, je me suis éclaté. J'avais l'impression d'être utile, mais c'était incroyablement gourmand en énergie, quoi. Je devais me donner à fond et je sortais d'une heure de cours, j'étais crevé. Et donc, c'est pas du tout le même métier que d'être enseignant aussi, mais ailleurs. Et donc ça, je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, permettre, là aussi les études de PISA sont très claires là-dessus, il faut, pour lutter contre les inégalités scolaires, il faut un recrutement local, c'est-à-dire il faut que l'équipe éducative se constitue elle-même, alors qu'actuellement c'est le hasard des mouvements qui font qu'on se retrouve dans tel établissement, Jacques, dans tel autre. On va juste essayer de faire des réponses courtes, parce qu'ils vont Alors, parler donc, de la data et on peut FEDER. faire des choses, mais on ne les fait pas très bien pour Il y le a moment. encore d'autres questions. La data. Non, mais sur l'école, quand même, nos propos pouvaient donner l'impression d'être contradictoires. Ils ne le sont pas, j'explique juste pourquoi rapidement. Moi, ce dont je parlais, c'était en fait l'accès à une école dans son espace de vie pour les enfants des écoles maternelles et primaires. Et là où je rejoins Jacques, c'est qu'effectivement, sur la réussite scolaire, sur les choix d'orientation, là, l'école républicaine devient extrêmement sélective. Et au fond, au bout du processus, ce sont les CSP+, qui bénéficient le plus de l'argent public pour la formation de leurs enfants. Deuxième point, la DATAR, non, elle a disparu. Elle n'a pas été remplacée ni par le CGT, ni par la NCT. La NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, a d'autres fonctions que celles qu'occupait autrefois la DATAR, notamment en termes de diagnostic, d'analyse. Aujourd'hui, les cartes que je vous ai montrées là, on n'a plus d'organismes au niveau national qui en produit et qui permettraient justement d'établir un diagnostic partagé, fondé sur des méthodes rigoureuses. Et à la place, ce qu'on voit, c'est se développer dans le débat public ce que j'appelle le populisme territorial, avec des fantasmes totalement délirants sur des fractures territoriales qui diviseraient le pays, qui ne sont rien d'autre que des représentations géopolitiques instrumentalisées par des forces contestataires et qui, en fait, en tout cas, sont très partiellement décorrélées de la réalité observable. Et c'est bon. Voilà. Et FEDER, quelqu'un veut parler des FEDER? Non. En 2 mots. Allez. Non, pas les FEDER. Là, j'avoue que je ne saurais pas en parler. Non, sur la question de l'habitat et du vote. Très rapidement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien notamment... le principal lien, c'est avec l'abstention ou la participation électorale. Ce qu'on voit, c'est que, et notamment dans pas mal d'enquêtes locales, que... Au niveau national, la participation, elle est liée à l'insertion des individus dans la société. Plus vous êtes inséré professionnellement, familialement, financièrement, associativement, localement, etc., plus vous avez de chances de voter. Et le fait d'être propriétaire, notamment, c'est corrélé assez fortement au fait, du coup, de participer électoralement, de voter aux élections, parce que le fait d'être propriétaire, ça vous ancre dans un territoire dans lequel, effectivement, vous avez de plus grandes
grandes chances d'être intégré à tous ces autres niveaux. Donc ça, c'est un des principaux effets en termes électoraux du type d'habitat dans lequel on réside. Arnaud, vite, sur le FEDER. Dans un atlas de la France en crise que je suis en train d'alimenter, j'ai fait une carte de l'évolution de la distribution des fonds européens en France. Et ce qu'on voit, c'est que ça tend à un peu plus d'équité. Et enfin, ça y est, les régions du Nord-Est sont bien, reçoivent désormais plus que les régions très dynamiques du Sud-Ouest. Le seul problème, c'est qu'il serait question de modifier profondément les prochains fonds, la politique de cohésion, et de la réorienter vers d'autres objectifs pour la prochaine génération, notamment, vous l'avez peut-être entendu, de l'orienter vers des politiques de financement de la défense. Et à ce moment-là, on serait vers d'autres objectifs que la correction des inégalités, ce qui n'est pas forcément illégitime dans le contexte géopolitique actuel, mais en tout cas va se poser effectivement la question du pilotage de cette politique européenne pour l'après 2027. Alors, d'autres questions, mais ne posez qu'une question à la fois. Okay. Merci beaucoup pour cette conférence très éclairante. Je viens d'entendre enfin un mot qui m'intéresse beaucoup, le mot européen. Vous êtes parti, Monsieur Lévy, de la carte des États-Unis, puisque les élections des États-Unis ont beaucoup intéressé les médias français pendant la campagne des européennes. Et les Français se sont déterminés pour voter entre Madame Harris ou Monsieur Trump. Et vous êtes passé directement à la carte de France sans passer par la carte Europe. C'est pas une fédération, vous aimez les fédérations, certes, celle des États-Unis, mais l'Europe n'est pas une fédération, mais en fait, quand on compare les élections les élections américaines, on devrait les comparer aux élections européennes. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections européennes? C'est uniquement un débat. Il n'y a pas eu de débat sur l'Europe, c'était uniquement les États-Unis se positionnaient. D'ailleurs, même un parti politique a pris le parti de ne parler que de la résistance du peuple palestinien à travers le Hamas. En fait, ma question, c'est celle-là, c'est-à-dire pourquoi avoir occulté l'Europe, sachant que si on regarde maintenant au niveau des impacts des médias, principalement, je ne peux même pas parler des médias nationaux parce qu'on lit plutôt les médias régionaux, la PQR ici, et il y a deux groupes importants, c'est l'Ouest de la France et le groupe EBRA. Alors, quelle est la question? Voilà. Allez-y, parce qu'il y a d'autres personnes qui faudrait poser des questions, il nous reste 5 minutes. Ah, il n'y avait pas de question du coup? Ah si, l'Europe. Jacques, tu veux... Non, mais je suis tout à fait d'accord. J'aurais pu effectivement montrer toutes les cartes d'élections nationales des pays européens, qui peut-être encore plus que l'élection européenne, qui est aussi très significative, montre une énorme convergence. C'est-à-dire que la société européenne, elle se construit aussi par le fait qu'il y a les mêmes enjeux un peu partout. Grâce à Vladimir Poutine, nous avons compris les Français ont compris que l'Europe de l'Est faisait partie de l'Europe. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de convergence, c'est-à-dire que finalement, un habitant du centre de Paris ressemble beaucoup plus, notamment électoralement, à un habitant du centre de Varsovie qu'à un habitant du périurbain parisien. Donc effectivement, cette société européenne, avec, je simplifie, mais il y a de véritables convergences. Vous allez voir l'élection tchèque. Très bien, c'est aujourd'hui. Vous verrez, je peux vous annoncer la carte. Donc, les forces anti-européennes seront très majoritaires dans les anciennes régions industrielles, près d'Ostrava, en Moravie, voilà, et à Prague, ça sera clairement les pro-européens qui gagneront. Voilà, donc tout à fait d'accord avec vous, l'Europe existe. Mais si je peux me permettre, il y a quand même, si on avait affiché une carte des résultats des élections européennes, une carte européenne de ces résultats avec l'ensemble des pays, ce qu'on aurait quand même vu, c'est avant tout c'est à quel point elles sont nationales en fait, parce que les cartes, elles auraient montré que le RN était
premier dans la très grande majorité des communes françaises. Et dès qu'on passait les frontières, on était sur des configurations totalement différentes. En Espagne, c'est... Totalement différent. Non, pas totalement... Elle Partout. progresse, mais Allez, dès on va que laisser vous la- passez on va la laisser frontière comme la- allemande, vous avez la FD beaucoup plus bas, Vox est beaucoup plus bas. Oui, Temps de retard, mais elle progresse à toute vitesse. oui, on mais va enfin, laisser bon. une ou deux questions quand même dans la salle, avant qu'on nous vire. Oui. Merci Vas-y. beaucoup. Alors moi j'avais surtout des pistes en fait d'exploration parce que c'est vrai qu'une heure et demie ça passe très vite. Mais en fait on n'a pas forcément beaucoup parlé, je trouve, des questions de l'abstention, la géographie de l'abstention, du vote blanc. On n'a pas forcément parlé non plus de l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a voilà, totalement changé le paysage politique. Et en fait, je trouve qu'au niveau de la temporalité du vote, si après on peut un peu continuer aussi ce débat-là qui a complètement recomposé, surtout à l'échelle très fine, dans des villes où en fait, par exemple, il y avait des quartiers où on avait beaucoup d'électeurs qui votaient par exemple à droite, qui ont basculé un peu aussi extrême droite, ou des quartiers où ça votait plutôt à gauche, qui ont plutôt basculé du coup Emmanuel Macron. Et ensuite, toutes les questions sur les Outre-mer. Parce que là, c'était le thématique de la France, mais en fait, on n'a pas du tout parlé des Outre-mer. Et en fait, les Outre-mer, il y a une énorme montée du RN, et c'est plutôt un vote contestataire aussi, avec les questions du pouvoir d'achat. Voilà, j'essaie de faire très vite, mais c'est plutôt ces trois thématiques-là, si on pouvait en parler un peu plus. D'accord. Alors comme ce n'est pas des questions et qu'on n'aura pas le temps d'en parler, peut-être qu'on peut prendre une ou deux interventions dans la salle. On verra si on a le temps d'y répondre réellement. Tu voulais, tu répondras après. Ok. Bon, on va prendre une volée de questions, puis après on demandera à chaque intervenant de conclure. Voilà. Et chaque intervenant conclura sur ce qu'il veut. Bonjour. Alors au sujet des découpages communaux, comment expliquer l'échec quasi permanent à ne pas faire effectivement cette recomposition depuis les années 70, alors qu'en Europe, globalement, ça s'est fait en Allemagne, en Espagne, en Belgique. On va prendre encore deux questions, deux interventions, puis après je vais donner la parole à chaque intervenant qui pourra conclure. Non, faut arrêter. Non, Ah pas non, du d'accord. tout. Non. Non, je pensais que vous étiez la personne plus qui nous dit directeur il faut ici. sortir. Voilà. Non, je suis plus directeur ici. Moi, j'avais une question sur la première partie, sur les cartes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge et le niveau d'études? Est-ce que la campagne ne se définit pas aussi par une population plus âgée et peut-être moins diplômée? Est-ce qu'on voit cette corrélation-là? À Saint-Dié, par exemple, les jeunes partent après le post-bac et reviennent à la limite à 40 ans avec les enfants pour avoir une chambre par enfant. Et aussi une remarque où je me base sur un peu la tribune de Rémi Braco, le vice-président du Lot, sur comment les valeurs de gauche ont un petit peu abandonné la campagne, où le discours porté par la gauche est moins présent dans nos réalités. Et c'est pour ça aussi que le vote se reporte beaucoup moins. Les discussions qu'il y a aujourd'hui, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il préférait avoir des personnes plus dans les grandes villes que dans les quartiers. Et c'est une vraie problématique. Ici, on a un maire plutôt de droite qui, les grosses têtes ont failli être l'invité d'honneur du FIG il y a quelques années, l'oublions pas, et voilà, qui tire le territoire vers le bas. Mais les gens, dès qu'on leur parle de gauche, vont être un petit peu plus frileux, parce que nationalement, on n'entend pas ce discours et les valeurs qu'il peuvent y avoir ici. Après encore deux interventions, puis après on va conclure. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur la place des médias, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui. Je considère que les médias orientent aussi d'une certaine manière le débat public et donc l'orientation politique, le vote. Et est-ce qu'on peut parler d'une géographie des médias? Parce que c'est un objet qui est pas vraiment purement géographique, mais pourrait y avoir des pistes d'analyse sur le sujet. On est encore deux, et puis voilà. Allez, c'est les deux personnes là devant. Oui, non, parce qu'ils ont levé la main. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des études sur le vote, la différence de vote possible entre les municipales, les votes aux grandes régions et le vote à la présidentielle? Parce que lors des dernières élections municipales, là je parle de Strasbourg, j'ai beaucoup tracté, beaucoup fait de marché. Et ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de gens disaient qu'ils ne voteraient pas de la même façon à la présidentielle, à la régionale et à la municipale. Ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. Ok, Donc, la dernière intervention. Simplement une remarque. Est-ce qu'il y a une relation entre le vote, le vote Front National, selon qu'on est dans une région à l'ouest au bord de la mer, où il y a relativement peu d'immigration d'Américains qui viendraient au bateau, et des frontières perméables à l'est et au nord-est? Ok, la dernière question, et puis après... En haut, s'il vous plaît. Pardon? En haut. En haut. Ah. Bon, allez, c'est pas grave. Non, question simple. En fonction de toutes les analyses que vous avez faites, est-ce que d'après vous, c'est possible qu'un jour, vous ayez un élu qui soit indépendant de tout parti politique? C'est-à-dire qui vienne et dise, moi, mon projet, c'est de faire évoluer mon pays,
je prends telle personne. Est-ce que c'est possible, justement, comme on l'avait dit, indépendamment des médias qui mettent certaines personnes en avant? Bien, donc normalement on doit terminer à midi, on a déjà dépassé, donc je propose que chaque intervenant réponde à ce qu'il veut ou commande ce qu'il veut de façon très brève. Mais en tout cas, je me réjouis que la démocratie, la citoyenneté, le pouvoir et les élections suscitent autant de questions et de débats. Voilà. Jacques, qui veut commencer? Non, mais il y a eu beaucoup de questions. Donc, non, mais peut-être, oui, effectivement, sur le vote différencié aux différents types d'élections, ça, c'est absolument certain. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des effets qui sont liés à l'abstention. Aux élections municipales de 2020, il y avait une abstention extrêmement forte, qui était quand même beaucoup moins forte, par exemple, à la présidentielle de 2022 ou aux législatives de 2024. Ce qui a un effet, effectivement, c'est de toute façon pas les mêmes personnes qui vont voter. Et effectivement, ce qu'on voit très bien, c'est que vous votez sur des enjeux ensuite qui sont différents. C'est sûr qu'il y a des élections municipales, la dimension purement politique, idéologique, partisane, elle compte, mais il y a quand même aussi des dimensions plus locales, même dans des grandes villes, qui vont venir atténuer ça et qui expliquent pourquoi certaines villes qui, par exemple, votent alors plutôt très à gauche aux élections nationales, peuvent avoir des maires de droite. Je pense à Toulouse, par exemple, où c'est le cas. Et puis, il y a aussi des effets, et ça rebouclera peut-être aussi très vite avec une autre question, à l'intérieur des blocs politiques. On a quand même une France qui est aujourd'hui... Alors, il n'y a pas une tripartition, contrairement à ce qu'on dit. Il y a une tripolarisation. Et là, il y a trois pôles, globalement. Et ce qu'on voit très bien, notamment au sein de la gauche, par exemple, c'est à quel point l'électorat, en fait, il n'y a pas au sein de l'électorat de gauche un électorat qui serait insoumis, un électorat qui serait écolo, un électorat qui serait socialiste. Il y a un électorat qui est de gauche et qui, selon les enjeux, selon les personnalités des candidats, etc., va plutôt se diriger vers une ou l'autre de ces forces. Mais et ça, on le retrouve aussi, notamment de plus en plus maintenant, au sein de ce qui est quand même en train peu à peu d'apparaître, c'est ce socle commun, donc entre d'un côté les macronistes, on va dire, et les républicains, où là aussi ça devient de plus en plus fluide, et on l'a vu aux législatives de 2024, et on le voit notamment à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les élections partielles. Il y en a eu pas mal désormais depuis les dernières législatives, et elles nous renseignent aussi sur ce nouveau bloc qui est en train d'apparaître. Jacques, Arnaud. Oui, moi j'insisterai, je réponds pas vrai. C'est très sympa toutes vos questions et ça prouve que les citoyens sont bien là. Et c'est un peu ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a une société politique. Quand on n'est pas très content de la tournure des événements, une tendance spontanée, c'est souvent de la tendance conspirationniste, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a des grands acteurs qui manipulent tout ça. Donc souvent, par exemple, l'idée d'expliquer les succès de l'extrême droite par les partis d'extrême droite, ça ne tient pas la route parce qu'ils sont partis de très bas et ils n'étaient pas très bien traités par les médias pendant longtemps et ils ont réussi à devenir très puissants dans beaucoup de pays. Donc ça prouve bien que c'est les citoyens qui, à un moment donné, ont choisi de voter pour eux. Et je dirais la même chose sur les médias. C'est vrai que donc moi, je m'oblige tous les jours à regarder CNews et le média. Donc un coup d'extrême droite, un coup d'extrême gauche, c'est fascinant pour ne pas perdre le contact avec la réalité. Donc ils sont aussi un thermomètre et les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas exagérer, je dirais, l'idée d'addiction. Je veux dire que les gens quand même continuent à réfléchir et la presse populaire du début du XXe siècle, elle était encore plus pourrie que les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas empêché l'émergence d'une citoyenneté. Donc, je dirais, regardons, c'était un peu le sens de notre débat, regardons la société en tant qu'elle fait de la politique et non pas seulement la société comme une victime ou comme un sous-produit d'une politique qui se ferait ailleurs. Arnaud ? Au début des années 2000, il y a un peu moins de 25 ans, il y a deux sociologues politistes, Gary Marx et Elizabeth Hooke, qui ont essayé de comprendre un peu les dynamiques de vote qu'ils observaient et ils ont proposé une théorie, c'est celle de la recomposition du clivage hérité du XXe siècle avec l'émergence de deux forces nouvelles, deux grands courants idéologiques qu'on observerait de façon transnationale. C'est ce qu'ils ont appelé le clivage Galtan, c'est-à-dire
à gauche les Green Alternatives et ce qu'ils appellent Libertarian, mais en gros qu'on pourrait nous qualifier plutôt en français de progressistes, et de l'autre côté les TAN, donc les traditionalistes, autoritaires et nationalistes. Et ce qui est absolument formidable dans leur travail, c'est que cette modélisation, on la voit se déployer à l'échelle transnationale, quel que soit le pays, la Pologne, les États-Unis et la France. On a effectivement une tripolarisation de la vie politique et qui résulte, moi c'est mon interprétation, hein, d'un rejet de la politique néolibérale qui est pratiquée de façon uniforme à l'échelle de tous les pays depuis une cinquantaine d'années et qui se traduit non pas par la disparition de l'État, non pas par la suppression des services publics ou la baisse des impôts, mais par la mise en marché de tout le monde, des territoires, des populations, des familles, des États, la conformation à une organisation marchande transnationale. Et la réaction, elle est à gauche, effectivement, d'une radicalisation, et à droite également. Et ce que l'on voit, c'est que la dynamique, après avoir été plutôt favorable à la gauche au début des années 2000 avec le mouvement altermondialiste, s'est renversée, et c'est aujourd'hui plutôt la droite radicale qui en tire le principal profit, aussi parce qu'il y a eu un glissement des électorats, hein, de la gauche vers la droite, y compris de la gauche autrefois communiste vers l'ultra-droite aujourd'hui. Et les médias là-dedans, moi je pense qu'ils ont un rôle. Hein, écarter la fenêtre d'Overton tout le temps, ça a un effet. Hein, ça rend disciple et légitime des idées, voire des contre-vérités dans le débat public. Et on voit très bien qu'il y a une stratégie de la part d'un certain nombre de milliardaires en France qui consiste justement à prendre possession d'un certain nombre de titres de presse, de grands médias, non pas pour faire de l'argent, hein, comme Claude Perdriel le faisait encore jusqu'à il y a peu, mais au contraire pour justement profiter de cette repolarisation de l'électorat, de cette insatisfaction grandissante pour imposer un agenda qui va se retourner contre les électeurs populaires qui ne mesurent pas nécessairement la contradiction profonde qu'il y a entre les promesses populistes et en même temps le moins d'État, la défiscalisation, le renoncement à la solidarité à l'échelle des nations ou à l'échelle des territoires locaux. Donc et on voit bien aux États-Unis ce qui se passe. Hein. En fait, ce sont les technolibertariens qui sont en train de prendre le pouvoir contre le peuple. Eh bien, merci à tous. Je ne doute pas que vous aurez de quoi faire beaucoup de travaux pratiques dès la semaine prochaine, qui sera agitée, peut-être même très bientôt de nouvelles élections en France. Voilà, peut-être même sans attendre les municipales. Donc, à vos cartes.